Bonsoir Jean. Bonsoir, salut. Alors j'ai quand même écrit un petit intro, hein, je vous la lis parce que voilà. Donc nous vous remercions d'être venus si nombreux ce soir pour cette première formule de débat organisée par la librairie Payot et le site d'info7.info en partenariat avec le Théâtre Nuitoni qui nous accueille ce soir et qu'on remercie chaleureusement. Alors ce soir nous avons le plaisir d'accueillir Jean Sigler. Bienvenue à Fribourg. Et alors, Jean Sigler, on le connaît, pourfendeur des banques, du capitalisme, la finance mondiale, l'éternel révolté. Quelqu'un d'admirable. Merci. Oui, mais le pire, c'est qu'en tant que journaliste, généralement, je ne dois pas dire ça, mais je le pense. T'as qu'un défaut, finalement. Ah, Ouais. tu devrais parler à ma femme. Elle a toute une liste de défauts que j'aurais. Non, je plaisante. Ouais. Donc, homme politique, comme je disais tout à l'heure, sociologue, tu travailles à l'ONU aussi, maintenant tu es très actif à l'ONU, tu nous en parleras tout à l'heure. Et franchement, c'est un vrai plaisir de commencer notre aventure à 7 et avec Payot et Nuitoni, de débat avec Jean Sigler, et on est très fiers de tout ça. Donc, Jean vient nous présenter ce soir son livre « Retourner les fusils », choisir son camp, ce livre-là. Excellent, bien sûr. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc pas de souci. Et livre qui est quand même, et je l'avais dit parce qu'on s'était vu à la chaux de fond ensemble au Club 44, qui commence avec une description, moi, qui m'a touché, où finalement, Jean Sigler, et c'est rare pour un intellectuel, aussi pour un politique, reconnaît une chose très bête, très simple, évidente, c'est qu'un homme peut devenir un salaud parfois. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jean qui le décrit et qui le dit avec beaucoup d'honnêteté. Et finalement, moi j'avais envie de te poser la question, Jean, tu as regretté de ne pas avoir aidé cet enfant là au Brésil après cette soirée que tu as nourri quand même, mais en même temps tu te disais, et j'aimerais bien que tu nous reparles de cette scène, que tu nous la décrives avec tes propres mots. Et je pense que cette scène introduit bien la problématique aussi de ce qu'on a pu vivre, de nos sensations par rapport à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, d'hommes finalement, de femmes, de citoyens d'un pays aisé, riche, et qui parfois, on a un peu l'impression de vivre... Et moi, c'était un peu mon sentiment quand je voyageais beaucoup, quand je faisais beaucoup de reportages, notamment de guerre, de vivre une vie un peu indécente par rapport à ce que d'autres vivaient, de revenir un peu à la maison en disant mais est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment aussi d'être un peu un salaud, quoi. Mais donc j'ai envie de te poser cette question. Tu m'as dit tout à l'heure, pose-moi des questions sympathiques. Mais en même temps, je trouve que cette question est importante parce que tu as introduit ton bouquin, ça veut dire quelque chose, cet épisode-là. J'aimerais bien que tu nous le redécrives et que tu nous expliques le pourquoi d'avoir commencé ce livre avec ça, hein, puisque tu recommences, tu réécris ton livre, là, Retourner les fusils, avec cette scène. Et puis après, on te posera des questions parce qu'on a réfléchi dans la rédaction de 7. On s'est un peu posé des questions sur quelles questions on pouvait poser à Jean qui n'avaient pas été posées déjà dans tous les débats que tu as pu faire, et notamment du côté aussi de la radio, de la télé où tu es passé. Donc on aura quelques questions à te poser. Comme j'ai dit tout à l'heure, on discute pendant 1 heure et après, c'est le public qui pourra poser des questions et te poser des questions. Est-ce que c'est OK pour toi ? Très bien. Voilà. Merci. Alors on commence avec cette scène. Raconte-moi pourquoi cette scène. Pourquoi commencer ton livre ? D'abord, je voulais dire merci d'être là. C'est tout à fait héroïque et formidable. Par une nuit de... Non, c'est vraiment, je suis très touché de pouvoir discuter avec vous. Une nuit d'hiver, trajet difficile. Ensuite, je voudrais remercier le théâtre Nuitoni et la librairie Payot et surtout aussi cette info qui me fait l'honneur d'inaugurer toute une série de conférences qui auront lieu, je pense ici, dans cette même salle, dans les mois et les années qui vont venir, autour du combat d'idées qu'il s'agit de mener aujourd'hui dans un pays libre comme le nôtre. Alors, je réponds à la question de Patrick, et encore une fois, je me sens honoré vraiment d'ouvrir ce débat avec vous, cette série de conférences débats. Voilà, le livre commence
intitulé « Une nuit à Olinda ». Olinda, c'est une ville près de Recife, au Pernambuco. J'ai vu Bernard Bavo tout à l'heure dans la salle, qui était prêtre là-bas, qui a travaillé, qui connaît mieux que moi encore cette région. C'est la ville de Dom Helder Camara, sur la lagune, entourée de bidonvilles absolument sordides. J'étais de passage en mission, ensuite invité par le consul de Suisse, qui est un imbécile là-bas, et somptueusement, dans un de ces restaurants du nord-est brésilien, bruyant, formidable, on mange très très bien, et tout à coup, on était assis là, tard dans la nuit, un petit bonhomme boitant me tire par le veston, pour me vendre quelques-unes de ces noix rouges que les petits gosses, des gamins des rues vendent aux visiteurs de passage. Et le consul l'a chassé tout de suite, etc., etc. Et je voyais, il avait l'âge de mon fils, je voyais évidemment qu'il avait été sous-alimenté, qu'il était triste et angoissé, etc. Sous un prétexte quelconque, je me levais, j'allais dehors, il était au bord de la lagune, sur les rochers. J'ai demandé au cuisinier qui mettait la tête à travers la fenêtre pour voir ce qui se passait, de servir à ce petit bonhomme qui s'appelait Joachim, je lui parlais, à Joachim un repas. Il était évident que de ces noix-là, toute sa famille qui était dans le bidonville devait vivre de ce revenu minuscule. Et quand le repas est arrivé, un quart d'heure plus tard, ou 10 minutes plus tard, le petit a pris un journal, l'a étendu sur le rocher au bord de la lagune et a vidé un plat après l'autre, le carorou, le riz, etc., le feijão, assado, pollo assado, etc. Tous ces mets, les a vidés sur ce journal, le ficelé et disparaissait dans la nuit. Il était évident que malgré sa faim, il allait apporter ses nourritures à sa mère, son père et ses 4 frères et sœurs dont il m'avait parlé en attendant. Le père était un coupeur de canne tuberculeux, perdu, travailleur migratoire, avait perdu son travail. La mère était malade et évidemment les 4 petits, plus petits que lui, il avait 10-12 ans à peu près. Je t'arrête. Dis-moi. J'ai une annonce inforoute. Il y a une voiture qui bloque le bus, justement, qui venait de la gare. La voiture VD 109 623 a gagné le gros lot. Elle doit être déplacée. VD 109 623. C'est quelqu'un? Ah bah voilà. Vous avez gagné un abonnement à 7. Vous voyez, il y a des drames de différents types dans le monde. Hein. Et voilà. Qu'est-ce que je disais? Bah voilà, je savais comment il vivait. C'était un petit mec qui était. Bah, il me rappelait mon fils, évidemment, etc. Il avait disparu dans la nuit. Moi, je rentrais dans le restaurant pour écouter les âneries du consul, etc., qui déblatrait sur le petit, disant « Ah, vous savez, il est heureux, beaucoup plus heureux que nous, il n'a pas besoin d'aller à l'école, il ne va pas au travail, être libre comme lui, etc., etc. » Bon, cette scène ouvre le livre. Pourquoi? Parce qu'évidemment, et Patrick a dit « Salaud », c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai fait? Le lendemain, j'ai continué ma mission, etc., etc. J'ai pris l'avion, Brasilia, d'autres ministres, etc., Rio de Janeiro, et retour à Genève. Alors que si j'avais fait ce qu'un homme debout, archi-privilégié comme moi, devait faire, je serais resté à Recife. J'aurais essayé de trouver dans le bidonville le petit bonhomme, parce qu'il m'avait indiqué la lotta numéro, etc., etc. J'aurais trouvé un hôpital, certainement, pour sa mère, peut-être un petit travail pour le père, j'aurais pu aider.
Parce que dans ma position à l'époque, enfin maintenant ça va encore mieux, comme chargé de mission aux Nations Unies, j'ai vu le gouverneur de Recife, de Pernambuco le matin, j'avais vu le maire, le prefeito, comme on les appelle là-bas, le maire de Recife la journée avant. J'avais accès évidemment aux autorités, j'aurais pu l'aider. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis parti sous prétexte que je devais tenir mes horaires, écrire mes rapports, etc., etc. Et jusqu'à ce jour, je me dis, j'étais un salaud. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces personnes ? Ben, ils ont péri comme de la misère, de la sous-alimentation, des épidémies, comme des milliers d'habitants des slums du Caribe, de Recife, des lagunes d'Olinda. Alors, je dis, on vit peu de temps sur cette planète. Un instant, puis c'est foutu. Enfin, moi plutôt que d'autres, parce que je suis vieux, comme 200 ans. Bon, enfin, chaque jour est un miracle. On vit peu de temps sur la planète. Et on vit dans un ordre totalement cannibale, dont on parle, complètement absurde. Et je voudrais donner quelques indications sur l'absurdité de cette vie que nous vivons, reproduisant jour après jour dans une normalité glacée. 2 chiffres seulement. L'année dernière, selon la Banque mondiale, les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées ont contrôlé 52,8% du produit mondial brut. Produit mondial brut, ça veut dire toutes les richesses produites en une année sur la planète, capitaux, marchandises, brevets, services, etc., qui étaient 85 000 milliards de dollars, c'est chiffré monétairement. Donc, plus de la moitié de toutes les richesses produites sur cette planète, qui en produit des richesses formidables, parce que les techniciens, ouvriers, ouvrières, etc., ça fait des choses incroyables. Donc, plus de la moitié de toutes les richesses produites sur la planète ont été contrôlées par 500 sociétés transcontinentales privées, tous secteurs confondus, de l'industrie à la banque, aux services, etc. Ils ont un pouvoir comme jamais un pape, un empereur, un roi n'a eu sur cette planète. Ce pouvoir de cette dictature, des oligarchies, de capital financier globalisé, échappe à tout contrôle social. D'États, syndicats, parlementaires, etc. Et ne fonctionne, ce qui est tout à fait normal, selon un seul principe, la maximalisation du profit. Et il ne s'agit pas de dire, eux, les dirigeants du capital financier multinational, les truands de l'UBS, etc., sont des méchants. Et nous, qui nous préoccupons du monde un soir d'hiver à Fribourg, on est les bons. Il ne s'agit pas de psychologie, il s'agit d'une violence structurelle. D'une violence structurelle. Si je prends, qui habite cette tyrannie du capital globalisé, financier globalisé, si je prends le plus grand trust alimentaire du monde, Nestlé, dirigé par un Autrichien qui sait lire et écrire, qui a l'air plus ou moins civilisé, qui s'appelle Peter Brabeck. Eh bien, Brabeck, s'il n'augmente pas le shareholder value, le retour sur capital, sur l'action Nestlé de 20 à 25%, le retour sur capital par an, après 3 mois, il n'est plus simplement président de Nestlé. Même chose pour Goldman Sachs, pour Hoffmann de la Roche, pour Novartis, etc. Il s'agit d'une violence structurelle. Dictature du capital financier globalisé, féroce, puisqu'elle s'oriente exclusivement à ce qui est normal au niveau de la rationalité privée, selon le principe de la maximalisation du profit dans le temps le plus court. Et en même temps, dans les pays du Sud, nous sommes 7,8 milliards d'êtres humains sur Terre, 7,8 maintenant. Les 3/4, un tout petit peu plus que le 3/4, vivent dans un des 122 pays de l'hémisphère sud. Et dans l'hémisphère sud, les fosses communes s'approfondissent, se remplissent jour après jour d'une façon tout à fait effrayante. Je donne un seul exemple, la faim, pour ne pas prendre un seul des fléaux qui affligent les pays d'Afrique, d'Asie du Sud, etc. La faim. Selon la FAO,
organisation spécialisée des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, l'année dernière, tous les 5 secondes, un enfant en dessous de 10 ans est mort de faim ou de ses suites immédiates, du kwashiorkor, du noma, etc. Tous les 5 secondes. 57 000 personnes meurent de faim tous les jours et près d'1 milliard sont en permanence gravement sous-alimentés. Et la tendance monte. Par rapport à l'année dernière, il y a de nouveau quelques millions de martyrs de plus. Sur une planète, dit la FAO, qui déborde de richesses, le même World Food Report, et je m'arrête tout de suite, le même World Food Report, oui, je te sens inquiet, le même World Food Report de la FAO qui donne le chiffre des victimes, et le chiffre des victimes n'est contesté par absolument personne, quel que soit le camp politique, etc. Dit que l'agriculture mondiale, dans l'étape actuelle de son devenir, de ses forces de production, pourrait nourrir normalement 12 milliards d'êtres humains. Normalement, c'est 2200 calories individuelles par jour. Normalement, 12 milliards d'êtres humains, c'est-à-dire presque le double de l'humanité. Autrement dit, pour la première fois dans l'histoire du monde, et je faisais une remarque tout à l'heure, il n'y a pas de manque objectif sur cette planète. Pour la première fois. Les famines ont ravagé les peuples. De nos pays, de l'Engadine, du Gros de Vaud, des gens sont émigrés il y a 100 ans, 150 ans, au-delà des mers pour échapper à la misère. Aujourd'hui, il n'y a plus de manque objectif, par exemple, de nourriture. Un enfant qui meurt, le problème, c'est l'accès à la nourriture par manque de financement, etc. Un enfant qui meurt de faim, maintenant où nous parlons, et il aura beaucoup avant que la soirée soit terminée, est assassiné. Sur ce problème du manque objectif, je vais juste ajouter quelque chose parce que c'est un problème tout à fait fondamental, puisque nous vivons le tournant de l'histoire de l'humanité. Karl Marx est mort le 14 mars, je donne 2 exemples. Karl Marx est mort le 14 mars 1883, comme vous le savez, dans son unique fauteuil, dans son taudis à Londres, paisiblement, 2 heures de l'après-midi, jusqu'au dernier souffle. Marx était persuadé que le manque objectif, la différence entre les biens disponibles, incapables de couvrir tous les besoins indispensables de l'humanité, allait accompagner l'humanité pendant des siècles encore. Et toute sa théorie du maître et de l'esclave, quand il dit le couple maudit du maître et de l'esclave va accompagner l'humanité pendant des générations, ça veut dire que la lutte des classes, le caractère épiphénoménal de l'État, la division internationale du travail, toutes les thèses fondatrices de Marx sont basées sur cette idée de la permanence pendant longtemps, de la préhistoire, comme il disait, le manque permanent objectif de biens sur cette planète. Ou un deuxième et dernier exemple, 14 juillet 1776, en Amérique du Nord, Washington venait de perdre la dernière bataille contre les corps expéditionnaires anglais à Newark, a envoyé immédiatement, c'était un coup de génie, a envoyé immédiatement un messager à Pennsylvanie où le congrès des 13 colonies était réuni et dit maintenant, à Thomas Jefferson, à Benjamin Franklin, etc., maintenant vous devez déclarer l'indépendance. Et le congrès de Philadelphie a déclaré l'indépendance et donc la création des États-Unis. Et à la déclaration d'indépendance, le préambule, c'est la première déclaration des droits de l'homme qui a servi de modèle aux révolutionnaires français en 89, a servi de modèle aux Nations Unies en 1948 et que la Suisse, en entrant aux Nations Unies en 2002, M. Dice, Joseph Dice, qui est un homme que j'aime bien, fribourgeois, magnifique, a signé la charte et la déclaration universelle. Bon, article 1 de la déclaration américaine, c'est « the right to the pursuit of happiness », le droit de rechercher son bonheur. Chaque homme a d'abord le droit de chercher son bonheur. Et ensuite, en ligne 2, si un gouvernement l'empêche de poursuivre sa recherche du bonheur, il faut renverser le gouvernement.
parce qu'il est illégitime. Bon, à l'époque, Philadelphie, 14 juillet 1776, le droit au bonheur pour tous était une utopie pure et simple, parce que les biens disponibles sur la planète n'étaient simplement pas suffisants pour assurer la vie matérielle convenable, préserver de la misère, de l'angoisse du lendemain, etc., de la pénurie, de toute l'humanité existante. Aujourd'hui, cette utopie est surmontée. Elle se transforme en réalité potentielle. Je parle du bonheur matériel. Le malheur immatériel, le chagrin d'amour, la solitude, la mort, etc., ça va durer longtemps encore. Mais le bonheur matériel pourrait être assuré avec un ordre du monde humain, un tout petit peu raisonnable, dont on parlera certainement, pourrait être réalisé pour tout le monde. Les conditions d'être un homme pourraient être matériellement réalisées aujourd'hui si cet ordre cannibale du monde était renversé, détruit radicalement. On en parlera tout à l'heure voilà. Du comment. Moi, après, je parle plus court. Oui. Mais c'était juste pour montrer un peu. Non, mais je connais ta stratégie d'occuper le terrain, il n'y a pas de souci. Tu es terrible d'ailleurs. Qu'est-ce que tu dis? Tu es terrible. Et non, je suis dans le train, je dis qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi je vais à un frigo? Je l'ai dit. Exactement. Dans ton bouquin, quand même, pour revenir au bouquin, tu dis à un moment donné, nous sommes des mutilés volontaires. Oui. Moi, j'aurais bien aimé que tu nous dises un petit peu ce que tu entends par mutilé volontaire. Ça veut dire quoi? C'est qu'à la fin, finalement, on est tous des salauds? C'est ça aussi, pour revenir sur Non, on a des richesses incroyables en chacun de nous. Incroyables. Enfin, c'est pas, je vous apprends rien, c'est incroyable ce que les hommes sont capables de faire, de penser, de rêver. On porte l'infini en nous. Ou comme disait saint Augustin, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Saint Augustin. Hein? Tu comprends? On a une richesse incroyable. Et qu'est-ce que nous faisons? Reproduire, enfin je parle de moi, on fait du moralisme. On reproduit cet ordre du monde tous les jours. Moi je suis maintenant vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme. Avant j'étais rapporteur spécial pendant 8 ans du droit à l'alimentation. Aujourd'hui, et je reçois, comme à un certain niveau de cette bureaucratie-là, les rapports executive report, ça s'appelle, c'est un document toutes les semaines, tous les vendredis, on reçoit executive report, c'est-à-dire le rapport de ce qui se passe partout où les Nations Unies sont présents. Et ils sont actifs, et les organisations spécialisées, l'OMS, l'UNICEF, etc., ils sont pratiquement présents dans l'immense majorité des 194 membres des Nations Unies, puisque tous les États, sauf le Vatican, mais celui-là on n'a vraiment pas besoin, sont membres des Nations Unies. Bon. Vendredi dernier, je lis par exemple le chapitre Gaza. À Gaza, des dizaines, l'année dernière, la semaine dernière, plus de 200 enfants sont morts de faim. Morts de faim parce qu'il neige sur Gaza, où sont enfermés par le gouvernement israélien depuis 2007 1,7 million de personnes sur un territoire à peu près de la grandeur du canton de Genève, 357 km². Juillet-août, l'aviation, la marine, l'armée, les tanks israéliens ont bombardé le ghetto de Gaza. 53 000 maisons ont été détruites. 11 000 personnes ont été brûlées, blessées, amputées, etc. Et plus de 2 000 ont été tuées net. Et bien dans les ruines, et le blocus continue. Et dans les ruines de Gaza, dans les 53 000 maisons, des ruines où on peut encore habiter, habitent des familles. Où l'UNRWA, autre chose, l'UNRWA, qui est l'organisation spécialisée pour les réfugiés palestiniens, dirigée d'ailleurs maintenant par Keren Bull, un ancien de CICR, un type magnifique, un Suisse,
à distribuer, est en train à installer des containers en métal, Mais comme il n'y a pas de chauffage et comme il y a de l'électricité 3 ou 4 heures par jour, si tout va bien, et pas de gaz pour faire chauffage, rien du tout, eh bien, dans les containers, les enfants meurent de froid. Et les chiffres qu'on m'a donnés, qui dépassent les 250 et quelques, 257 je crois, c'était la semaine dernière dans l'Executive Report de vendredi que j'ai vu, c'est uniquement ce que les agents de l'UNRWA, donc de l'ONU, ont identifié ou quand les parents cherchent secours, etc., etc. Ça se passe cette nuit, demain, après-demain, dans une normalité glacée, une normalité, etc. Et moi, je suis là, enfin, je parle de moi, et je reproduis, ça se passe. Donc, on ne mérite pas le nom d'homme. Je pense, avant que on est constitué que par la solidarité, l'autre et moi, l'autre. Immanuel Kant a dit, Kant, Dieu sait, ce n'était pas un moralisateur, hein, donc le Kant du 18e, des Lumières allemandes, Immanuel Kant dit, l'inhumanité infligée à un autre détruit l'humanité en moi. Détruit l'humanité en moi. Et je me demande si on a le droit de dire on est un homme quand on assiste forcément passivement, parce que la dénonciation, ce n'est pas un acte, passivement à cette horreur qui se passe à notre connaissance sur notre planète. Si vous entrez par Rafah, ce qui n'est pas possible maintenant, ben c'est à 3h30 jusqu'au Caire, et puis à La Riche, et encore 1 heure, à 4 heures d'avion, qui se passe à 4 heures d'avion de chez nous. Voilà, c'est pour ça. Mais on ne va pas faire de la morale seule. Le bon Dieu s'en fout si on est un salaud ou pas. Tu comprends? Non, il s'agit d'être efficace et de changer et de réfléchir aux stratégies collectives à mettre en œuvre pour briser cet ordre cannibale du monde, qui est une absurdité totale. Mais justement, ce n'est pas un discours qui est complètement neuf venant de toi, mais on se rend compte que voilà, ça fait 40 ans, même plus maintenant, que tu prends ton bâton de pèlerin, que tu cours le monde avec ce discours-là, mais en fin de compte, il n'y a pas grand-chose qui change, j'ai l'impression. Ah non, est-ce qu'il n'y a pas un côté désespérant non plus? Non, non, il ne s'agit d'abord pas du petit bourgeois de Genève, comme il se sent. On s'en fout. Je ne dis pas ça par fausse modestie. L'homme est ce qu'il fait. Jean-Paul Sartre, l'homme est ce qu'il fait. Terminé. Hein? Puis le reste, c'est bon Dieu que ça n'occupe. Mais enfin, bon, alors, il y a des progrès formidables, parce qu'il y a une double histoire. Je reviens aux vieux marxistes allemands, Horkheimer, Adorno, etc. Il y a une double histoire. Il y a l'histoire de la justice effective, matériellement vécue, et elle est régressive. Jamais les massacres ont été aussi effroyables. Moi, j'ai récemment discuté avec un ami qui est président du CICR, maintenant, Peter Maurer, qui vient de Thun, qui est la plus belle ville d'Europe, que vous ne connaissez pas, d'où je viens aussi, on était des voisins, la ville de Thun. Maurer me dit, écoute, ce qui m'est arrivé, m'est jamais arrivé, et dans l'histoire du CICR, ce n'est jamais arrivé. Ils essayent de négocier au nord de la Syrie des échanges de prisonniers. Des échanges de prisonniers, ce qui est un travail coutumier pour le CICR. Face à l'État islamiste, face aux types qui tiennent Raqqa et qui tiennent cette région-là, face à l'État islamique, impossibilité. Ils n'entrent pas en matière. Leurs prisonniers ne les intéressent pas, peut les tuer, etc., etc. Eux ont des prisonniers, ça n'a aucune valeur, c'est des hommes. Un type de mal que même les gens du CICR découvrent avec effroi. Une dimension de la cruauté, de la gratuite, de l'absence totale d'humanité. D'absence totale et donc de raisonnement politique, diplomatique, tout ce qu'on peut trouver, une ouverture entre hommes, même s'ils se détestent, etc., etc., absent. Un type de mal qui est effrayant sur cette planète. Et le nombre des victimes
je donne un dernier chiffre. Vous savez que les Nations Unies il y a les Nations Unies qui auront 70 ans cette année, puisque c'est en juin 1945 qu'à San Francisco, les 43 premiers membres, tous ceux qui ont, 43 premiers membres, tous ceux qui ont déclaré la guerre à l'Allemagne ou au Japon ou aux deux avant le 8 mai 1945 ont été invités comme membres fondateurs à San Francisco. Ça fera 70 ans maintenant. Et ensuite, il y a 22 organisations spécialisées qui font partie du système, parfois avec une indépendance au commissariat pour les réfugiés, au commissariat des droits de l'homme, FAO, UNICEF, UNESCO, etc. Toutes les organisations spécialisées doivent apporter un rapport, soumettre un rapport de gestion à l'ECOSOC, au Conseil économique et social des Nations Unies, Conseil de sécurité, Conseil économique et social des Nations Unies, et ensuite Conseil de tutelle. Le rapport de gestion, tous les ans, pour dire ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait pour changer la réalité dans leur domaine, l'école, la médecine, la nourriture, etc. L'année dernière, les morts, les chiffres des victimes indiqués par les 22 rapports de gestion soumis à l'ECOSOC arrivaient à 54,2 millions de personnes victimes, décédées, victimes. Low intensity war, il y en a 32 maintenant, des guerres de faible intensité qui font moins de 10 000 victimes par an, etc. Fait tous les victimes, 54. Bon. La Deuxième Guerre mondiale, en 6 ans, victimes civiles et militaires confondus, ont fait 58 millions de morts. Autrement dit, ce qu'on appelle le tiers-monde, enfin les 4,9 milliards d'êtres qui vivent dans des différents pays de l'hémisphère sud, subissent, ont eu des victimes en nombre presque aussi élevé qu'a produit la boucherie de la Deuxième Guerre mondiale en 6 ans. Donc, il y a donc une double histoire. Il y a cette justice effectivement vécue qui est régressive, à mon avis, mais il y a une autre justice. Il y a une autre, c'est celle que les vieux marxistes allemands, Horkheimer, Adorno, etc., appellent l'eschatologie, qui est l'histoire de la conscience, ce que les hommes perçoivent comme devant être juste, ou ce qu'on appelle la conscience adjugée. Et là, il y a des progrès formidables. La preuve ce soir, progrès formidable, une transparence qui se fait, on connaît le monde, ce que les gens ne tolèrent plus, ils se déplacent, ils veulent discuter, comment faire, etc. L'eschatologie. Et là, il y a des progrès mesurables. Je vous donne un exemple, ou deux, rapidement. Puis, non, deux. Attends, un et demi. Vous êtes d'accord avec moi quand même? Non, un et demi. Augustin, l'évêque de Milan, 4e siècle, un soir, un type, Nicodème, vient chez lui et dit, écoute, tu prêches le christianisme, c'est formidable, je me suis converti, tout ça, etc. Mais regarde sur le chemin, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu les latifundium romains de la Lombardie, d'esclaves battus jusqu'au sang, etc. Ben comment? C'est pas possible. Tu peux pas prêcher l'évangile et puis tolérer. Tu as jamais rien dit contre l'esclavage. Et il dit, l'évêque, le saint, dit, c'est devenu après, mais enfin ça c'est toujours douteux, mais tu as raison, l'esclavage c'est pas bon, hein, c'est dans les deux cités d'ailleurs, c'est pas tolérable, l'évangile c'est la l'égalité totale entre les hommes, hein, c'est pas, l'homme ne peut pas être une marchandise pour l'autre, etc. Mais imagine que l'esclavage soit aboli.
nous allions tous, nous mourrions tous de faim. Nous mourrions tous de faim parce que c'est la base de l'agriculture telle qu'elle est, le travail esclave. Tu les libères, tu abolis l'esclavage. Et alors, bon, donc c'est pour éviter un mal plus grand que ce mal doit être toléré. Aujourd'hui, avec l'étape de la conscience où nous sommes, impossible. Quelqu'un qui défendrait l'esclavage, dont les formes rudimentaires existent encore, c'était des entrées du monde, etc., ben, irrecevable comme parole. Deuxième exemple, rapidement, quand j'ai été rapporteur spécial du droit à l'alimentation. L'histoire de la famine, les famines dans le monde. Il y a une théorie qui était totalement dominante, totalement, même dans nos milieux civilisés, enfin européens, etc., celle de Malthus, de Thomas Malthus, un pasteur anglais de la fin du XVIIIe siècle, Essay on Population Growth, ce fameux livre, 1787, a dit, c'est vrai, la misère est horrible, la mort de faim est horrible, etc., mais c'est un bienfait finalement, un fléau qui fait du bien, voulu par Dieu, parce que ça nous protège de la surpopulation. Parce que si l'humanité augmentait, eh bien un jour, il n'aura plus assez à boire, plus assez d'espace pour habiter, et surtout pas assez à manger. Et donc, le malthusianisme était une théorie, bon, évidemment justifier la conquête coloniale, justifier l'inégalité entre les classes, magnifiquement, donc les classes dominantes l'ont adopté tout de suite comme théorie de légitimité. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui disait, oui, la faim, c'est terrible, tous les 5 secondes un enfant qui meurt de faim en dessous de 10 ans, ou de ses suites immédiates, c'est terrible, mais finalement, Malthus avait raison, contre la surpopulation qui menace, qui est faux d'ailleurs, parce que la courbe démographique baisse depuis une génération, de 2,8 maintenant. Mais finalement, le pasteur Malthus a raison, c'est un fléau, c'est vrai, mais un fléau instauré par Dieu pour éviter un mal plus grand, plus définitif, qui, encore une fois, serait provoqué par le support. Personne ne peut dire ça aujourd'hui, n'ose réduire. Moi, j'étais face à des ambassadeurs américains, je vous garantis, pas des types qu'on n'aimerait pas rencontrer à minuit dans une forêt noire, vraiment les types de chez Bush, là, ces milliardaires qu'il a nommés à Genève, etc., et à New York, des types de mépris, même eux, quand je présentais mon rapport sur les violations du droit à l'alimentation, il disait oui, c'est qu'il n'y a pas assez de libéralisation du marché, etc. Bon, il avait utilisé tous les arguments pour refuser mes rapports, mais ils étaient minoritaires, heureusement. Mais personne n'a osé, dans les 8 ans, 2000 à 2008, a osé invoquer l'argumentation de Malthus, qui était l'argumentation dominante des classes dirigeantes pendant presque 2 siècles. Donc il y a un progrès, pour te répondre, un progrès formidable de la conscience. Évidemment, surtout dans des sociétés libres comme la nôtre. Mais il y a progrès. Et la lutte de classe théorique pour les contenus de conscience, Sartre a dit connaître l'ennemi, combattre l'ennemi. Connaître l'ennemi, combattre l'ennemi. Ben, connaître l'ennemi, c'est ce que nous faisons ce soir. Puis combattre l'ennemi, ben, c'est le mouvement social, c'est l'incarnation de l'idée, etc., qui va le faire. J'ai envie de te faire... Me faire taire. Non. Non. Sois sincère. Ça, franchement, je pense que c'est quasiment mission impossible. Et c'est pas le but de la soirée. Non, j'ai envie de... Là, il y a un certain nombre de papiers que j'ai posés sur la table, un peu comme l'oral du bac. Tu regardes qu'on a le temps. Oui, t'inquiète pas, c'est bon. Je maîtrise ça. Et je voulais juste que tu tires... On va tirer trois papiers. C'est des questions qui ont été posées notamment par la rédaction de 7.info. Tu tiens un papier là. Et puis, du Parti radical, non? Oui. Exactement. Voilà, je te laisse. Tu choisis le papier que tu veux, comme au bac. Oui, je comprends pas. Et tout, Charlie ou non? Est-ce que tu es Charlie ou pas?
connerie. Excusez-moi. Non. Non, je ne suis pas Charlie, évidemment. Je suis l'ami de Cabu et de Wolinski. Les deux que je connais, c'était des amis. Et quand ils étaient vraiment les vrais dirigeants de Charlie, j'écrivais dans Charlie. Je me souviens, oui. Tu te souviens? Ouais. Des bons articles, non? Sur le secret bancaire, etc. Bon. Qui t'ont valu quelques procès? Oui, qui m'ont valu quelques procès, oui. Mais je les ai tous perdus. Mais il y a d'autres problèmes. Et ensuite, l'équipe Val, Fourest est venue, c'est devenu intolérable, bref. Ce qui s'est passé le 7 janvier, c'est totalement, absolument horrible. Les deux choses, d'abord, il y a eu l'assassinat des camarades de Charlie. C'est un acte qui relève du nazisme, c'est le mal absolu, terminé, il n'y a pas ni explication, ni excuse, ni rien du tout. C'est des ennemis de l'humanité qui ont fait ça. Ensuite, il y a eu le massacre antisémite, on parle toujours d'une façon distinguée, une prise d'otage à la porte Vincennes. Non, c'était un massacre antisémite. 4 personnes ont été tuées parce qu'ils étaient des juifs, par ce Koulibaly. Dans l'épicerie. Dans l'épicerie. Bon. Ces deux crimes sont totalement monstrueux et ceux qui les font et ceux qui veulent les imiter, il faut les combattre comme des ennemis de l'humanité. Maintenant, il y a la grande question, liberté d'expression, sentiment religieux. La liberté d'expression n'est pas illimitée. Ça fait bien de dire oh, « je dis ce que je veux », etc. Non. Dans ce pays civilisé comme la Suisse, il y a l'article 261 bis du Code pénal qui dit, qui est le fameux article antiraciste, qui nie par exemple l'Holocauste, qui par les actes, par la parole ou par l'écrit, énonce une insulte antisémite, raciste, islamophobe, etc., peut être puni de 3 ans, jusqu'à 3 ans. Vous voyez, le Parlement n'est pas allé de main morte dans les deux chambres en 93. Et cet article, je me suis battu. On était 2, Petit Pierre chez les radicaux et moi chez les socialistes, et je me souviens très bien, à l'époque, que des camarades, même fribourgeois, célèbres aujourd'hui, m'ont dit, écoute, toi qui es quand même un type qui se fait l'avocat de la parole la plus dénonciatrice possible, la plus transparente possible, etc. C'est toi qui as signé ce postulat avec un type du Parti radical, etc. etc. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Puisque le racisme ou la violation du sentiment religieux, quel qu'il soit, il y a quand même 1,2 milliard de musulmans sur Terre, c'est la troisième religion monothéiste. Et quand, par exemple, je m'excuse, je fais une parenthèse, j'étais à la télévision face à Zemmour, ce type qui a écrit le suicide français, etc., et qui prétend dans ce livre que le Coran appelle à tuer les juifs, à tuer les chrétiens, etc., etc. Alors, j'ai repris le Coran que j'ai chez moi, l'édition de Jacques Perk, où il y a un index, on peut regarder, etc. Juif, chrétien. Je n'ai pas relu les 600 versets du Coran ou les 41 chapitres, évidemment. Partout où Moïse apparaît, donc, incarnation de la religion judaïque, où le Christ ou la Vierge Marie apparaissent, ils apparaissent avec un immense respect. Un immense respect. Il n'y a que la sourate numéro 41 où il est question de violence si quelqu'un veut détourner un musulman de sa foi. Donc provoquer l'apostasie. Parce que les chrétiens peuvent changer de religion selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, 31, peut changer de religion ou ne pas avoir de religion du tout. Un musulman ne peut pas. Si le musulman change de religion, eh bien, il commet un crime puni de mort.
C'est le seul endroit où mort et appartenance religieuse, donc la Sourate 41, sont liés. Or, les musulmans méritent protection de leurs sentiments ou de leurs convictions religieuses. On peut attaquer, on a attaqué, je prends un exemple, je suis encore une fois, 1000 fois, je ne veux pas aller trop, parce que je me suis fait tellement attaquer par les miens sur ce problème-là, l'antisémitisme, l'anti-islamisme, toute forme de racisme n'est pas une opinion politique. Hitler n'était pas simplement un leader de l'extrême droite allemande, très très extrémiste droite allemande. C'est un ennemi de l'humanité. Il doit être évacué du champ discursif. On doit, par la loi, dans un état de droit, l'empêcher de proférer les insultes ou commettre les actes qu'il commet au nom de sa conviction. Soit-elle national-socialiste, soit-elle Ku Klux Klan, soit-elle, etc., etc. Et donc, la réaction des musulmans, enfin, je dis des musulmans, j'en connais 11 exactement, et dont avec 5, c'est des gens, un assistant, etc., je discute, je parle, etc., etc., je la comprends. Quand Charlie Hebdo refait une couverture avec le prophète, c'est pas bon. C'est une provocation, c'est la provocation. C'est une provocation, et il ne faut pas se glorifier de la provocation. Vous comprenez ce que je veux dire? Dites-moi. Oui. Et puis ensuite, quand même, je veux dire une chose, et là, je reviens à moi, puisque j'ai le micro, et puis tu voudrais me l'arracher. C'est quand même assez honteux. Moi, j'ai été 30 ans professeur à Paris 1 et à l'Université de Genève. Les travailleurs genevois m'ont payé un salaire de professeur pour que je puisse penser, parler, etc., etc. Je ne sais rien de l'islam. La foi de 1,2 milliard d'êtres humains sur Terre, je ne les connais pas. J'ai lu le Coran parce que j'ai eu besoin quand j'ai fait mes cours sur la construction nationale et les mouvements de libération au Maghreb. Forcément, le Coran joue un rôle dans la structure motivationnelle. Donc, j'ai lu, j'ai utilisé, etc., comme source d'inspiration de ces mouvements de libération. Mais par exemple, l'autre jour, je fais un exemple, aux Nations Unies, au Conseil des droits de l'homme, les 57 pays musulmans, ensemble, ont une organisation qui s'appelle l'OCI, l'Organisation de la Conférence islamique. L'ambassadeur accrédité à Genève, c'est Slimanchik, l'ancien recteur de l'université d'Alger et ancien ministre de l'Éducation. Très, très intelligent. Pas très croyant, je pense, mais enfin très, très intelligent. Et Slimanchik, on était ensemble. Et tout à coup, il me dit, mais tu comprends, nous, les ibadites, on n'a pas ce problème. Je dis, mais qu'est-ce que c'est les ibadites? Qu'est-ce que c'est? C'est une des dimensions culturelles, des écoles les plus extraordinaires de l'islam depuis le 7e siècle. Oman, c'est des ibadites. Les Mozabites à Gardaya, en Algérie, c'est des ibadites qui se sont séparés des sunnites et des chiites sur la question du paradis. Quand les sunnites disent « on va au paradis et on va voir Dieu », eux ils disent « mais personne, ni au paradis ni ici, peut voir Dieu ». C'est un anthropomorphisme de dire il y a une personne qu'elle soit dans le firmament, l'ibadite. Et jusqu'à 2h30 du matin, ma femme s'inquiétait parce que je ne rentrais pas, et avait, ce qui arrive parfois, mais ça c'est une bonne raison, là, il m'a expliqué les ibadites. Par hasard, j'ai découvert un univers culturel d'une richesse
J'étais à Gardaïa une fois, c'est cette magnifique ville du désert algérien, mais sans rien comprendre. Incroyable. Les Yézidis, dont je lis dans les journaux, le martyr maintenant, dans le nord de l'Irak, enfin dans l'arrière-pays de Mossoul, dans la montagne. Je ne sais rien des Yézidis. Le prophète est mort en 632. Le Coran, c'est 2 fois enfin vous le savez tout ça, l'ange Gabriel a visité le prophète en 2 étapes différentes, une fois à Mecque, une fois à Médine, lui dictant les 6000 versets, les 41 sourates. Il est mort en 1632. En 750 déjà, en 750, sous le califat des Abbassides, des Omeyyades, l'islam était à l'Atlantique, avait traversé le détroit de Gibraltar, était sur la péninsule ibérique, a laissé des incroyables monuments. Tolède, l'Alcazar de Tolède, l'Alhambra enfin vous connaissez peut-être tout ça, de Grenade, la cathédrale de Cordoue, qui est la mosquée de Cordoue, simplement baptisée cathédrale, a laissé une civilisation kérouane en Tunisie, une civilisation extraordinaire, et moi, intellectuel, de noix de coco, payé par les travailleurs pour comprendre le monde, une vie entière, je n'en sais rien. Je ne sais rien des Druzes, qui est une autre branche extraordinairement riche que je soupçonne. Je ne sais rien de cette formidable, incroyable univers musulman. Et je pense que si de cette horreur, il faut tirer une leçon, cette horreur, ce n'est pas d'inviter Netanyahou, le meurtrier de masse de Gaza, en première ligne des présidents qui marchent contre la terreur, c'est d'être modestes, nous les Occidentaux, modestes, et essayer de comprendre cet incroyable univers musulman. Merci Jean. Alors, il est temps que, avant que tu arrives, j'ai demandé à tout le monde d'avoir au moins une question. Non, ça dépend. S'il n'y a pas de questions, on tirera les feuilles. Voilà, donc il y a des micros qui vont se balader depuis ce côté-là. Qui a une question à poser? Alors, il y a une main qui se lève un peu plus haut là-bas. Voilà. Monsieur. Pour comprendre ma question, vous avez besoin de connaître son origine. Ça fait à peu près 40 ans que je travaille sur le continent africain. Et puis, tout à l'heure, vous avez évoqué Saint Augustin. En quelque sorte, le Christ, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples ou à ses sympathisants? Il leur a dit tout simplement, vous serez tous des dieux. Et ça m'a renvoyé à l'empereur Domitien, qui se prenait pour un dieu, mais il était complètement paranoïaque. Et aujourd'hui, quand je vous écoute, quand je vois ce que j'ai touché de mes propres yeux, par exemple, je reviens d'un séjour au Cameroun, je n'ai pas pu aller au nord, parce que 2 jours avant, Boko Haram, il a massacré une chefferie entière. C'est-à-dire tout le monde y a passé, les petits-enfants, femmes, hommes, il n'y a pas eu de quartier, pour donner un exemple. Et le problème de l'être humain, ce que je ressens d'après mon expérience, c'est qu'il est profondément existentiel. Et Domitien, en fait, son problème, ce n'était pas la peur de la mort qui le hantait, mais c'était la peur de vivre. Et quand je vois avec quel acharnement les sociétés multinationales qui sont en train de dévaster la terre entière, n'est-ce pas, par l'appât du gain immédiat, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a, ces individus? Est-ce qu'il n'y a pas la peur de vivre et ce besoin d'accumuler, de posséder et d'avoir du pouvoir et qui nous conduit
au chaos planétaire que nous connaissons aujourd'hui? Telle est ma question. Est-ce qu'il n'y a pas chez l'être humain cette question fondamentale de savoir qui il est vraiment, ce qu'il fait là et où il va? Voilà. Et ça, c'est une question importante. Je suis complètement incapable de répondre. Je sais simplement, si je descends, que pour l'Afrique, vous avez parfaitement raison, 35,2% de la population africaine, presque 1 milliard, de ce milliard qui vit sur le continent et sur ceci, 35,2% est gravement et en permanence sous-alimenté. Alors que des 54 pays africains, 37, sur des terres riches en général, sont des purs pays agricoles, pratiquement, purs pays agricoles. Donc la situation de l'Afrique est incroyable. En chiffre absolu, c'est l'Asie, 662 millions de gens en permanence gravement sous-alimentés, pas de vie sociale, familiale, sexuelle, de travail, etc., mutilés par la faim, en chiffre absolu. Mais en proportion, population continentale et sous-alimentation grave et permanente, c'est l'Afrique, qui est le continent martyr, le premier continent martyr, qui en plus a une croissance économique assez formidable, entre 5 et 6% pour les 32 pays les plus avancés sur les 54, parce que le pillage des ressources est incroyable. J'étais récemment à Goma, au nord de... Enfin, vous connaissez... Non, vous me parlez du Cameroun, oui. Vous m'avez parlé du Cameroun, enfin, je vous parle du Kivu que vous connaissez certainement. À Goma, au pied des Virunga, des montagnes de chaînes volcaniques, il y a Glencore, il y a Anaconda Copper, etc., etc. Dans ces enclaves minières où il y a les enfants, dans les mines de cobalt, parce qu'il faut parfois le puits est très très étroit, donc il faut des enfants de 10 ans, 12 ans, seuls qui peuvent aller, des miliciens qui les gardent, salaire ridicule, sous-alimentation, blême, chancelant, exploitation effroyable des enfants, des hommes, des femmes qui travaillent, et Glencore, par exemple, qui est à Tsouk, fait un profit incroyable avec le travail et le pillage direct. Il n'y a nulle part un fonctionnaire, un soldat, un douanier. Je prends le coltan. Le coltan, c'est ça. C'est ça le coltan. Pour les téléphones portables aussi. Les téléphones portables, etc. Le coltan part directement du Nord Kivu à Goma, du Goma par la petite barrière à Ruhengeri sur le territoire rwandais, en camion Kigali, ensuite jusqu'à Mombasa, enfin Nairobi, Mombasa, jusqu'au port de l'océan Indien, et de là par le canal de Suez ou par l'océan Indien, par le Cap, direct dans les pays industrialisés. Et l'État congolais, qui est en déréliction totale, qui est un sous-continent, en déréliction totale, les hôpitaux, etc., et le peu d'argent qui est dans les caisses de la Banque centrale transférée à Zurich par une élite totalement corrompue autour de Joseph Kabila, avec l'aide des banquiers suisses, dire le secret bancaire est fini. Le secret bancaire a des problèmes pour les 35 pays industriels de l'OECD avec les nouveaux accords de double imposition. Mais avec les pays du tiers-monde où vivent pratiquement les 3/4 de l'humanité, l'argent du sang afflue comme toujours, comme avant. Et le secret bancaire est totalement intact. Les stratégies de ce qu'on appelle les Devisenabteilung, des divisions des devises des grandes banques, fonctionnent comme avant. Le pillage fonctionne. L'argent du sang afflue dans les caves d'Alibaba, de Zurich, de Genève, etc. Bref, parenthèse. C'est pas une... C'est là où je diffère avec vous. C'est pas une fatalité, cet ordre cannibale du monde. Et je dois réduire un peu mon argumentation. Nous parlons en Suisse. Si nous parlions à Pékin ou à Honduras, ce serait totalement différent. Mais nous parlons dans un pays libre et démocratique. Il y a beaucoup, beaucoup de défauts. Il y a de la corruption en Suisse. À Genève, c'est incroyable. Et je ne vais pas entrer dans les détails, j'ai eu assez de procès sur le dos. Mais en Suisse,
il n'y a pas d'impuissance. En démocratie, il n'y a pas d'impuissance. Je prends un seul exemple, et puis un seul exemple pour montrer bien. Une des raisons pour la fin massive, les massacres dans les bidonvilles du monde, où vivent 1,1 milliard d'êtres humains, avec moins de 1,25, Banque mondiale, 1,25 $ par jour, donc dans les favelas, dans les calampas du Pérou, dans les shanty towns à Karachi, etc., dans les Smoky Mountains en Manille, il y a les gens, la mère doit acheter avec très très peu d'argent, la nourriture quotidienne pour les enfants, etc., etc. Et si les prix augmentent et explosent, comme c'est le cas depuis 3 ans, je prends les aliments de base, c'est maïs, riz et blé, qui couvrent 75% de la consommation mondiale. Et de ces 3 aliments de base, la moitié, curieusement, c'est le riz, hein, qui couvre la moitié de la consommation mondiale. Bon, explose. Pourquoi les prix explosent? À cause de la spéculation boursière. Vous pouvez gagner, c'est surtout les grandes banques financières, mais vous aussi, des sommes assez considérables en spéculant sur le maïs, sur le blé, sur d'autres aliments aussi, et sur le riz. Et la capitale mondiale, depuis la nouvelle fiscalité anglaise, c'est Genève. C'est Genève. Et quand les prix augmentent d'une façon, il y a une variation, et voici comme tous les prix, mais il y a le World Food Index, le riz a augmenté de plus de 51% en 5 ans. Le maïs un peu plus de 38%, 32%, et la tonne de blé meunière est le double, maintenant $110, il a 3 ans. Bon, prix augmente. Sous le coup de la spéculation boursière. Et dans les bidonvilles du monde, les mères ne peuvent pas acheter la nourriture qu'il faut. Je vous donne une seule anecdote et puis je m'arrête. J'étais récemment en Bolivie. Magnifique, la révolution bolivienne, c'est incroyable. On n'a pas le temps, il me coupe la parole tout de suite. Mais incroyable. Bon, mais on arrive à El Alto, 4200 mètres d'altitude. Alors là, je m'arrête toujours quelques jours en bas, sur le bord du Pacifique, à Lima, pour dormir, etc. Et puis après, et donc, la dernière fois, j'étais dans une calampa que je connais puisque c'était des hommes à une crèche, etc., etc. Coucher du soleil vers 5 heures, et je suis resté devant le dépôt de riz jusqu'à minuit. Et la file des femmes qui attendaient. Je n'ai pas vu une seule femme qui achetait ne serait-ce qu'un demi-sac de riz ou ne serait-ce qu'un kilo de riz, quel que soit le nombre d'enfants qu'il a à la maison. Toutes ont acheté le riz dans des gobelets de plastique. La mère va parce que tellement les prix ont augmenté. Hein, je parle d'une année et demie. Ont tellement augmenté. Et la mère va à la maison, fait du feu dans sa hutte, là, dans sa cabane, fait du feu sous la casserole. Quand l'eau bout, elle vide le plastique, enfin le gobelet dans l'eau et quelques grains de riz flottent sur l'eau bouillante. Et c'est la nourriture des enfants pour la journée. Bon, la spéculation boursière sur les aliments de base dans une démocratie comme la Suisse peut être arrêtée demain matin. D'abord, il y a une initiative des jeunesses socialistes qui va être votée dans une année. Ensuite, vous pouvez prendre la dette, vite mit Schlumpf. Oui, il paraît qu'elle existe. Et en mai prochain, il y a Assemblée générale du Fonds monétaire international à Washington. On peut la forcer de voter pour une fois pour le désendettement des 42 pays les plus pauvres, désendettement, donc
pour la vie des enfants qui meurent de faim maintenant, à cause du service de la dette qui prélève tout l'argent qu'un pays gagne pour les amortissements et pour les intérêts, nous pouvons la forcer. Elle n'est pas tombée du ciel. Aucun des 7 nains, enfin, sauf Persée qui est un type, elle n'est tombée du ciel. Tous ceux qui ont un pouvoir exécutif en Suisse et qui peuvent parler et prendre des décisions au nom de notre pays sont là par délégation du peuple souverain. Limité et révocable. Limité et révocable. Autrement dit, je pourrais multiplier les exemples. Il n'y a pas d'impuissance en démocratie. Vous ne pourriez pas, ce soir, si on faisait l'exercice, vous ne pourriez pas me citer un des fléaux du monde matériel qui n'est pas sujet à être vaincu, objet d'un combat victorieux mené par un peuple réveillé, par une insurrection des consciences, par l'organisation commune, sociale, que permet la démocratie. Vous ne pouvez pas me citer un exemple. Le désendettement, la fin du dumping agricole, que vous connaissez très bien évidemment sur les marchés africains, la spéculation, le vol de terre par les grandes multinationales, aussi bancaires, 41 millions d'hectares l'année dernière uniquement en Afrique noire, les paysans expulsés, parce que quand les prix des aliments de base montent, évidemment, la terre devient précieuse, et les grands trusts, les hedge funds, etc., accaparent par les moyens de la corruption, des locations à prix ridicule de 9 ans, etc., des millions et des millions d'hectares de terres agricoles où les paysans autochtones sont jetés, ou évidemment dans les bidonvilles, d'Addis Abeba et ailleurs, bidonvilles où il y a les rats, la prostitution enfantine, le chômage permanent, la destruction des familles. Bon, je termine, je dis juste une chose, il faut être... c'est des choses complexes. La Banque mondiale que j'ai en face, enfin qu'on a nous en face, sous la déclaration de Berne, les ONG, etc., et que nous, on a en face au Conseil des droits de l'homme, a une argumentation, c'est pour ça que je suis heureux de pouvoir en parler, qui est apparemment convaincante. La productivité africaine est très basse. Au Sahel, par exemple, dans les 7 pays du Sahel, il faut me corriger si ce n'est pas juste, en temps normal, quand il n'y a pas de criquet, quand il n'y a pas de guerre, quand il n'y a pas de sécheresse, dans une année normale, ils sont rares les années normales, 1 hectare produit 600 à 700 kilos de céréales. Là, c'est le mil de céréales. Bien, dans l'Emmental, dans le Gros de Vaud, etc., c'est 1000 kilos. Hein, c'est 1000 kilos. Non, excusez-moi. C'est 10 000 kilos, c'est 10 tonnes. C'est 10 tonnes. Pas parce que le paysan vaudois ou français, etc., est tellement plus compétent, plus travailleur que les paysans bambara, tout couleur, wolof, etc., mais simplement parce que le paysan suisse a des ingrédients, a ce qu'on appelle des entrants, a des engrais, semences sélectionnées, irrigation, etc., accès au marché, une infrastructure, tracteurs ou des animaux de traction, un peu moins maintenant, mais de la traction, etc. Et donc, ce qui explique que son rendement par hectare est infiniment supérieur au rendement par hectare au Niger, au Bénin, au Mali, etc. Et la Banque mondiale dit, mais regardez-moi ça, c'est l'évidence, beaucoup mieux vaut donner ces terres-là à des investisseurs, c'est le terme technique, à des investisseurs étrangers qui a la technologie, qui a les capitaux pour investir, qui a l'accès au marché, etc. Et même au SECO à Berne, chez Schneiderman, ils adhèrent à cette théorie. Qui est absolument meurtrière et qui est fausse. Ce qu'il faut faire, c'est
réduire ou éliminer la dette des pays les plus pauvres, j'ai parlé du Mali, du Bénin, du Sénégal, du Niger, etc., par exemple, pour rester dans le Sahel, les plus pauvres, pour leur permettre, avec ce qu'ils gagnent avec les arachides, avec le peu de riz qu'ils produisent, avec le sisal, etc., ne pas le donner aux banques du Nord sous tranche d'amortissement et d'intérêt, mais l'investir dans leur paysannerie locale. Dans le paysannerie locale. Alors, il y a eu le congrès du Mozambique de l'Union africaine, il y a 3 ans, qui a dit jusqu'en 2014, dans les 3 ans, il faut 10% du budget national des 54 pays, chacun doit 10% du budget national investi dans l'agriculture. Eh bien, il y en a 3 jusqu'à maintenant qui sont arrivés à ces 10%. Et le reste, on passe à la deuxième famine, destruction, etc. Vous comprenez? Vous êtes d'accord? Monsieur du Cameroun, vous êtes d'accord? Voilà. Alors, parfait. Merci. Enfin, tu vois, il est là. Ah bah écoute, c'est important. Une deuxième question? Oui. En début de soirée, tu as dit que dénoncer, c'était pas une action, c'était pas un acte. Moi, je pense que c'est très important de commencer par la dénonciation. Je crois le jour que on s'habitue à toutes ces injustices, on n'est plus des hommes, comme tu disais. Donc après la dénonciation, la conscientisation, la conscience collective qui évolue, comme tu disais bien. Et dans ton livre, on a beaucoup d'espoir aussi qu'il y aura une révolution. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, quelles alternatives au capitalisme connais-tu que tu as déjà visité? J'avais fait une interview avec Frei Betto et avec François Houtard. Quelles alternatives au capitalisme? J'aimerais une fois te coincer aussi pour faire une interview. Quelles sont les alternatives que tu connais? Tu as parlé de la Bolivie, par exemple, les Aymara, qui avaient le Sumak Kanyema, le Sumak Kavsai, le Bon Vivir, tous ces lieux que tu as déjà visités. Quelles sont les choses qui existent déjà après la Révolution? C'est ça qui m'intéresserait. Bon, il y a 2 questions dans ce qu'André a dit. D'une part, notre force, la seule force qu'on a, c'est l'empathie. C'est se reconnaître dans l'autre, sachant que que l'autre et moi je suis l'autre, pas par morale, mais on n'existe que par l'autre. Dans la relation, le mystère de la relation est bien plus mystérieux que le mystère de l'être, On existe par la réciprocité, par la complémentarité, par la solidarité, pas par l'égalité. Personne n'est physiquement, intellectuellement égal à l'autre. Tu ne voudrais pas me ressembler quand même, non? Non, mais dans la complémentarité de sa liberté, et la vérité sort du... Alors, pour dire combien c'est important je crois à l'insurrection des consciences. Moi, je suis absolument certain qu'on est tout proche. Dans Destruction massive, ça se termine par une... Je prends un poème, ça va plus vite. Ça se termine par un poème, un vers, de Mercedes Sosa, qui parle qui est la racine de tout, qui est l'empathie, qui dit « La seule chose que je demande à Dieu, c'est que la douleur ne me laisse pas indifférente et que la mort blême ne me trouve pas, seul et vide, sans avoir fait ce qui est nécessaire sur cette terre. » C'est cette fameuse chanson « Sole lepido a Dio », etc. L'empathie, c'est la racine même du combat que nous devons mener. Maintenant, la question, où allons-nous, combien de temps va durer la marche, etc., etc., on n'en sait rien. Il y a un autre poème, Caminante no hay camino, Machado, Antonio Machado, Barcelone, qui brûle en 1939, et parmi les derniers réfugiés, parmi les derniers anarchistes qui quittent le Tupoum, qui a résisté jusqu'au bout, qui montent, qui sortent de la ville en feu, encerclés par les franquistes, etc., par les fascistes, et qui montent au Pertuis, il y a ce jeune poète qui s'appelle Antonio
Machado, combattant anarchiste, et il sifflote. Et les camarades qui marchent à côté de lui, enfin blessés, désespérés, etc., disent, enfin, qu'est-ce qui te prend? Où allons-nous? Qu'est-ce qui va arriver de notre Espagne, ou de notre vie, de nos familles, etc., etc. Et Machado répond par ce poème qui est célèbre maintenant, Caminante no hay camino, el camino se hace al andar, son tus velas, etc., etc. Homme qui marche, il n'y a pas de chemin. Le chemin, c'est tes pas qui le font. Et si vous regardez l'histoire révolutionnaire, qui est cumulatif, c'est un très grand mystère. Je prends un seul exemple, le 14 juillet 1789. 14 juillet 1789. Qu'est-ce qui s'est passé? Presque rien. Dans le Faubourg Saint-Antoine, le Faubourg Saint-Martin, qui sont maintenant au cœur de Paris, mais qui étaient à l'époque les banlieues ouvrières, les ouvriers, les ferblantiers, enfin les travailleurs, là, les artisans, voient leurs voisins, les femmes blêmes, les gosses sont fins, etc., parce que le mari est arrêté par le lettre de cachot et enfermé, sous un prétexte quelconque, à la Bastille, qui était à l'époque, là où est la place de la Bastille aujourd'hui, mais la Bastille était démolie. Donc, à la lisière du Faubourg Saint-Martin. Et il dit, ça ne peut pas continuer là, c'est nos voisins, nos camarades, les femmes de nos collègues. On va les libérer et on va prendre la Bastille. Et avec les faux, avec les glaives qui sont faits, les poignards faits eux-mêmes, etc., ils marchent sur la Bastille. Des fossés d'eau de 20 mètres de large, des murs de 30 mètres de haut. Delaunay, le gouverneur, monte rapidement le pont-levis et les prolétaires de Paris, enfin les insurgés, sont là, impuissants. Et début de l'après-midi, on ne sait malheureusement pas qui c'est, a eu une idée et dit, mais là, la milice bourgeoise à Versailles est commandée par ce Lafayette qui a lutté avec les insurgés américains avec Washington, etc., contre un autre roi, le roi d'Angleterre. Il doit nous aider. Ils envoient des messagers. Lafayette ne vient pas lui-même, envoie les fameux 2 bataillons avec les 8 canons dressés sur le pont-levis. Delaunay a peur, veut négocier, fait baisser le pont-levis. Le peuple de Paris entre dans la Bastille, massacre un peu le gouverneur et libère les prisonniers. Bon. Début de la Révolution française qui a bouleversé le monde, qui nous a donné la liberté de parole que nous utilisons ce soir. La Constitution de 1848, sous laquelle vit la Confédération aujourd'hui, avec la réforme de 1871, cette Constitution est presque la copie de celle de 83 de la première République française. Si le soir du 14 juillet, un grand reporter de 7 Info de Fribourg, je ne dis pas le patron lui-même parce qu'il ne se déplace pas, mais enfin un reporter, était sur le bord de la Seine et avait pris un des insurgés par le bord du veston, enfin il n'y avait pas tellement de veston, mais de blouson, et lui aurait dit, Monsieur Dupont, maintenant, expliquez-moi, quelle est la déclaration du Champ de Mars, la séparation de l'Église et de l'État, ou quel est le texte exact de la Constitution de la première Révolution française, qui vient 4 ans plus, République française, qui vient 4 ans plus tard. On voit bien, c'est absurde. Le chemin se fait en marchant. Ils ont pris la Bastille, ils ont libéré leurs copains, ils sont rentrés chez eux, mais le peuple de Paris a vu qu'on pouvait briser la prison politique du roi, qu'on pouvait, ils ont découvert leur force collective, ils ont découvert l'espérance, et ils se sont mis en route. Et la Révolution française a brisé 1500 ans de féodalisme,
couper la tête à un roi, à sa femme, c'était peut-être pas nécessaire, mais etc., etc. Ben, c'est ça le mystère de l'histoire. Par contre, ce qu'on sait, ce que chacun porte en nous, c'est deux choses. L'ignorance sur la marche et où elle conduit, combien de temps elle dure, et quelles sont les étapes du combat, les modalités, la méthode, etc., etc. Mais en même temps, nous portons en nous l'horizon de l'histoire. L'horizon de l'histoire. Et il est magnifiquement décrit, nous savons vers où nous allons, magnifiquement décrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme qui vient directement de Philadelphie en passant par Paris et dont l'article 1er dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Et l'article 3, « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. » C'est ce monde que nous voulons. Voilà. Il y a une question là, tout en haut. Monsieur, est-ce que vous pouvez lever la main comme ça en haut? Voilà, comme à l'école. Merci. Vous avez parlé tout à l'heure que seuls les actes comptent et qu'il fallait développer des stratégies qui visent à faire en tout cas osciller le système, si pas le briser. Vous avez moult fois parlé de la puissance de la sphère financière au cœur duquel se trouvent les banques, et la Suisse n'est pas étrangère un peu à ce cœur. Et Rothschild disait si vous me donnez le pouvoir de créer l'argent, je me fous de qui fait les lois, parce que c'est moi qui fais la loi. Il se fait qu'aujourd'hui, en tant qu'action, il y a une petite initiative qui circule, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle Monnaie pleine, qui ne veut non pas arrêter le jeu, mais peut-être sonner à coup de sifflet dans la partie en disant messieurs les banquiers, il faudrait peut-être arrêter ce jeu et nous prendre par la gorge. Alors je ne vais pas vous raconter les détails de ce genre de choses, puisque vous connaissez assez le fonctionnement des banques comme Machine à lessiver ou autres. Je voulais simplement vous poser la question de savoir, est-ce que vous pensez que c'est un acte, une stratégie qui vaut la peine? Est-ce que c'est un acte à poser? Et est-ce que ça pourrait... Certes, ça n'a aucun intérêt si ce n'est pas distribué sur l'ensemble, si ça ne fait pas tache d'huile ailleurs qu'en Suisse, hein, bien sûr, mais que ce serait une forme de passage obligé de révolution, de prise et de retour peut-être possible à la démocratie. Voilà, je vous laisse la parole pour répondre. Quelle est l'initiative, celle d'attaque? Non, en fait, elle s'appelle Monnaie pleine. Elle vise un petit peu la même chose que Attaque, puisque ce qui disait de préparer les banques en deux parties. Ici, en fait, elle propose simplement d'interdire aux banques la réserve fractionnaire, donc de créer de l'argent quand ça leur plaît selon leurs propres critères, et donc de rendre le pouvoir à la seule nation, disons, de créer ces monnaies. Ça ne résout pas le problème de démocratie, hein, bien sûr, ça appelle une démocratie au-delà. Mais c'est de leur supprimer le pouvoir de créer de l'argent ex nihilo, comme le disent les banquiers, et comme disait Maurice Allais, de se comporter en faussaires, mais légaux. Oui, alors, le grand problème, c'est, vous savez, d'abord, le capitalisme est détestable quant à son principe organisateur, mais il est admirable par sa vitalité. C'est incroyable ce que les multinationales, etc., financières ou industrielles, savent faire. Une nouvelle molécule née tous les 15 jours à Bâle, dans les laboratoires de la pharmaceutique bâloise, un instrument financier à Wall Street toutes les semaines, etc. Une vitalité incroyable. Ils ont développé une
technologies. Bon, c'est formidable ce que le capitalisme sait faire. Et le système de formation qu'il a introduit. Moi qui voyage beaucoup, enfin, à cause de, pas de plaisir, à cause de ces 8 ans de rapporteur spécial, je vous garantis, quand au fin fond de la vallée du Zambèze ou en Mongolie, vous tombez sur un Suisse, bah, vous avez de la chance parce qu'il sait tout faire. Vous comprenez, il répare le puits, il répare la machine, etc. etc. Tous ces gens qui travaillent, enfin, on a un niveau, je parle des pays industrialisés, mais notamment de la Suisse, il y a une vitalité du capitalisme suisse ou européen incroyable. Ce que les personnes qui incarnent ce capitalisme savent faire au niveau de la création technique, intellectuelle, l'inventivité scientifique, etc., c'est tout à fait extraordinairement impressionnant et c'est unique, je pense, dans l'histoire des hommes jusqu'à maintenant. On n'a jamais arrivé à une telle connaissance, à une telle maîtrise des forces de la nature, etc. Mais ceux qui gouvernent cette formidable univers de productivité, d'inventivité, etc., c'est les détenteurs du capital financier, c'est-à-dire une forme de capital, c'est autonomiser depuis 15-20 ans des autres formes de capital, industriel, commercial, etc., agricole, c'est le capital financier. Je te donne un exemple. L'année, on n'a que les chiffres de l'année dernière de la Banque mondiale, parce que l'annuaire va sortir en avril, donc c'est des chiffres de 14. L'année dernière, par jour, sur les places financières du monde, se sont échangés à peu près par jour 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars. C'est-à-dire, ont changé d'identité monétaire ou changé d'identité juridique. Se sont échangés. Sur les 1000 milliards en moyenne annuelle de jours ouvrables, sur les 1000 milliards de dollars échangés, 13% correspondaient au règlement d'une dette réelle, c'est-à-dire au paiement d'une livraison de marchandises, à une prime d'assurance, etc. Correspondait à une opération de l'économie réelle, celle qui détermine vos vies. Et le reste, c'était de l'argent virtuel, spéculatif. Je n'aime pas le terme virtuel, mais c'est le terme bancairement utilisé, parce que les enfants qui meurent de faim à cause de la spéculation sur les aliments de base à partir de Genève meurent réellement, ou souffrent réellement, ou l'estomac, ont des vers remplissant leur estomac réellement, ce n'est pas virtuel, la souffrance créée par le capital spéculatif. Mais enfin, on appelle... Et ceux qui détiennent le capital spéculatif, les oligarchies du capital financier globalisé, vous savez qu'un banquier privé genevois correspond, piqueté, avec sa succursale à Tokyo, à la vitesse de la lumière. 300 000 km/s. 300 000 km/s. C'est-à-dire une mobilité du capital. Quand je dis globalisé, ça veut dire mobilité planétaire, totalement, absolument incontrôlable par n'importe quel État, par n'importe quel corps législatif, par n'importe quelle organisation interétatique, etc., etc. Dans une totale liberté, et cette liberté rend possible cette dictature mondiale des oligarchies du capital financier. Alors, moi j'ai été longtemps au Conseil national, ça ne servait à rien du tout, mais c'est évident, ils sont complètement, nous avons un Parlement colonisé. Nous avons un Parlement totalement colonisé. Les 244 membres des deux conseils, une majorité est dans les conseils d'administration des multinationales, des banques, etc., etc., grassement payés. Nestlé, c'est 550 000 francs par an pour 4 séances. Enfin, c'est des prébendes incroyables. Ce qui est tout à fait légal, parce qu'on est à peu près les seuls pays européens, qui n'a pas l'incompatibilité, il n'y a pas de loi sur l'incompatibilité.
Nous n'avons pas le mandat impératif, ça vient de très loin cette situation de Parlement colonisé. Vous savez que l'ancienne diète, avant 1848, l'ancienne diète était sous mandat impératif, c'est-à-dire les cantons envoyaient les députés à la diète de Baden, etc., à la diète, et leur disaient comment voter. C'était le mandat impératif. Ils devaient voter comme le Conseil d'État de Genève disait qu'ils devaient voter, les députés genevois. Un grand progrès de 1848 que les libéraux, enfin les révolutionnaires radicaux, Orsenbein notamment et Stempfli, ont introduit, c'est l'abolition du mandat impératif. Donc chaque député au Parlement fédéral, et cantonal aussi maintenant, vote selon sa conscience. Selon sa conscience. Et donc totalement libre, libéré du mandat impératif. Et comme il n'y a pas d'incompatibilité, si vous êtes dans le bon parti, vous êtes immédiatement, dès l'élection, coopté dans les conseils d'administration, etc. J'ai vécu des choses incroyables, illustratives. J'étais dans la commission qui devait refaire la loi sur les assurances privées. Et le travail préparatoire était déterminant dans notre système. Cette commission a été à 80 ou 90% composée de conseillers et conseillères d'administration, des caisses de maladie, des assurances, etc., complètement. Qui allaient au téléphone, dit on peut voter ça, revenez. Qui en général ne connaissaient pas le dossier, mais qui avaient leurs instructions de ceux qui les payaient par conseil d'administration. Alors, après, on a sauvé en 2008, 13 octobre 2008, il ne faut jamais oublier ça. 13 octobre 2008, 4 Mercedes arrivent de Bâle, de Zurich, devant l'aile ouest du palais fédéral, où est le département des finances. Ospel et compagnie sortent, le conseil fédéral est là, ils disent on est au bout. L'UBS est par terre. 2008, octobre 2008. Ou bien la Confédération nous sauve immédiatement, uniquement pour les liquidités immédiates, 6 milliards de francs, et ensuite vous prenez à notre charge les dettes pourries, et on a créé ce fonds d'accueil que vous connaissez de 61 milliards de francs. Et le peuple suisse, enfin, il n'était pas consulté parce que ça se faisait sous ce qu'on appelle le Notrecht, parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a encore le droit d'urgence qui est là, enfin qu'on peut utiliser, qui est là, et c'est sans le Parlement, sans consultation populaire, que l'UBS a été sauvé. L'UBS a été sauvé. Ensuite, il fallait, on aurait pu s'attendre, et la gauche l'a demandé, la gauche, ils ne sont pas nombreux, mais qui méritent ce nom, mais ils existent en Suisse, a demandé que maintenant des réformes soient faites. Par exemple, ce que vous disiez tout à l'heure, que la banque commerciale et la banque de dépôt soient séparées. Que la banque de dépôt qui administre les économies de chacun de nous, enfin, j'espère que vous êtes pas à l'UBS, mais enfin, ça peut arriver, pas l'erreur, et la banque d'affaires, celle qui investit, qui spécule à la bourse, etc., soit séparée en deux banques, pour que l'une, parce que le Conseil fédéral a dû se mettre à genoux devant Ospel, parce que s'il ne l'avait pas fait, ça aurait entraîné une liquidation extraordinaire. On pensait à peu près de 70% des hypothèques, des crédits industriels. Et ça aurait été une catastrophe évidemment totale, pour ne pas parler de la perte des économies, etc., des individus et des familles, des entreprises. Ça aurait été une catastrophe totale, et les conseils fédéraux étaient sous le chantage complet, évidemment, à ce moment-là, en octobre 2008. Mais on aurait, qu'il l'ait fait ou pas fait, on discute encore jusqu'à maintenant. Il y avait ceux qui disaient non, il fallait laisser couler l'UBS, comme on a laissé couler Swissair, enfin non, on n'a laissé pas couler Swissair, mais on a laissé couler Suisse, après, et qui était repris par
pas la Lufthansa. Enfin, bref, on peut discuter sur la décision de 2008, mais là où on ne peut pas discuter, c'est que les réformes qui auraient dû être faites après, elles sont indispensables et rien ne s'est fait. Ni sur le capital propre, qui est toujours à 3,8%, une banque doit avoir 3,8%, ni surtout sur la séparation, ni sur le... Moi, je suis pour l'expropriation des grands comptes. Crédit Suisse, UBS, je ne veux pas... Là, je vais m'énerver, mais c'est pas bon. Ça fait une mauvaise impression. Je vais juste donner un exemple. Le produit intérieur brut de la Suisse, 11e puissance industrielle du monde, petite Suisse, formidable puissance industrielle, est de 550 milliards de francs. 550 milliards de francs. Le chiffre du bilan de l'UBS est de 2500 milliards de francs. C'est 2500. Et 1,8 milliard pour le Crédit Suisse. Autrement dit, l'UBS contrôle 5 fois le produit intérieur de la Suisse. 5 fois. Cette organisation qui a une dimension criminelle, ce qui est démontré, parce que c'était prouvé par la justice américaine. Oui, oui. Là, c'est le processus de tombe. Enfin, je marche sur des œufs. Je vais t'en éviter. Mais les Crédit Suisse et UBS sont, maintenant nous parlons, un danger mortel pour l'économie suisse. Mortel. Et aucune réforme n'a été faite. Aucune. À cause du Parlement colonisé. À cause du Parlement colonisé. Voilà. Amen. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, madame. Et je pense que ça sera vraiment la dernière. On va prendre le train. Alors, madame, vous levez la main, s'il vous plaît. Voilà, comme ça, on peut vous apporter le micro. Je ne sais pas quel côté va aller. Voilà. Bonsoir. J'ai une question. En fait, je voulais plus me baser moins sur les banques et je voulais plus parler de l'éducation parce que je me suis demandé si la base du problème, ça ne se situe pas au niveau de l'éducation, surtout des hommes en général et de nos enfants. Et que si vous pensez qu'en changeant le modèle éducatif et aussi en même temps que un peu le modèle social, ça pourrait un peu changer le mode de pensée des hommes en général et que ça pourrait peut-être aider à faire une révolution mais progressive dans la pensée des hommes pour réaliser que ce n'est pas... Voilà, parce que l'éducation de nos jours, c'est aussi très basé sur l'économie. On peut former des gens qui travaillent bien, qui sont productifs, au lieu de former des enfants qui savent réfléchir, qui se développent, qui savent développer une personnalité. Et je fais encore des études pour l'enseignement, mais on voit il y a des écoles alternatives, plutôt privées, qui le font. Mais les écoles de l'État ne sont pas du tout comme ça, où il y a des enseignants qui essayent de le faire, mais ils sont sous pression de la société qui leur donne des lignes à suivre et des compétences à suivre. Et j'aimerais bien vous demander si vous êtes d'accord avec moi, si on pourrait changer un peu ce mode de pensée que chaque enfant doit apprendre à rentrer dans un cadre, si on essayait de donner à chaque enfant la possibilité de se développer et de donner la possibilité des intelligences multiples, comme on les appelle, s'il y a des enseignants ici, ils comprennent. Donc pas seulement les intellectuels, parce que vous avez dit avant que la formation intellectuelle, elle est super dans les pays développés, c'est vrai, mais il y a aussi le côté émotionnel et personnel de chacun qui est super important. Et quand vous parlez de complémentarité, c'est notamment ça. Jean? Oui, alors j'aurais différentes choses à dire. C'est une bonne question. Je me souviens toujours d'un paysan éthiopien dans le Sidamo, tout à fait de la frontière
soudanaise qui était totalement désespérée ce soir. Je voyais qu'il était... On dormait dans un guest house à côté. Je voyais que quelque chose... Il m'a dit, aujourd'hui j'ai dû retirer ma fille de l'école. Ma fille de l'école. Donc ça signifie qu'il aura une vie de misère toute la vie, aucune chance d'avoir un emploi, etc., etc. Puis de l'école, pourquoi il ne peut pas payer la scolarité? Dans les pays du tiers-monde, il faut payer la scolarité, il faut payer l'uniforme, c'est ça qui est incroyable. Chez nous, l'école est gratuite, dans la plupart des pays du Sud, elle est payante, l'accès, etc., etc. Donc, il y a maintenant près de 640, selon l'UNESCO, 640 millions d'enfants en âge scolaire, 7 à 15 ans, qui n'ont pas et n'auront jamais, enfin pour l'instant, l'accès à l'école. L'accès à l'école. Alors, ça c'est le scandale absolu, parce qu'ils sont enfermés, comme disait Dickens, Charles Dickens, le grand écrivain anglais, it is hell to be poor. C'est l'enfer d'être pauvre. C'est l'enfer d'être privé à l'âge de 10 ans de toute perspective d'accès à une mobilité sociale, à un savoir, etc., etc., parce que sa famille simplement est privée de moyens par le latifondière, par une mauvaise récolte, par les criquets qui sont arrivés, par le silence et tout. Donc déjà en Suisse, on a conquête formidable, l'instruction publique universelle. Extraordinaire. Maintenant, à l'intérieur de ce système qu'on a en Suisse, j'ai un petit bonhomme de plus jeune, un qui, je pense, cet exemple-là, petit-fils, on s'est engueulé récemment, il vient à la maison, il dit, ah, tu vois, Nicolas a eu 10, moi, tu sais, ma moyenne est de 12. La pensée de la concurrence. J'ai dit, mais Nicolas ou Adrien, tu sais que fait son père, dans quelles conditions il doit faire les devoirs, quelle est sa situation, etc., etc. La concurrence, c'est la pire des choses. Une école, malheureusement, le poison de la concurrence, les notes et tout ça, bon, c'est la pire des choses. C'est le gladiateur, c'est le héros du capitalisme. Le fort gagne, le pauvre est écrasé parce qu'il est pauvre et probablement c'est ça, c'est son, il est coupable d'être pauvre, ben c'est sa faute. La concurrence. Alors évidemment, la concurrence doit disparaître de l'école. Et l'école freinée, par exemple, c'est le seul modèle que je connais, est infiniment supérieure à l'école genevoise officielle, par exemple. L'école freinée. Maintenant, pour terminer, on pourrait réviser l'école dans le canton de Fribourg ne ferait pas revenir à la vie les gens qui meurent de faim ou qui meurent de froid ce soir, cette nuit, dans les camps de Gaza ou de Jordanie, etc. Donc, il faut un bouleversement total, complet, absolu. Il faut détruire cet ordre cannibale du monde. Enfin, je ne vais pas revenir à ce que j'ai dit. Che Guevara a dit les murs les plus puissants tomberont par des fissures. Tomberont par des fissures. Et des fissures apparaissent partout, notamment dans la conscience des gens. J'étais longtemps au bureau ce qu'appelait le Conseil exécutif, le bureau de l'Internationale socialiste. De l'Internationale socialiste. 118 pays, 118 partis socialistes fondés par Karl Marx en 1864, etc. Maintenant devenu un truc innommable, avec Hollande, etc. Et là, l'époque où j'y étais, où j'ai eu une phrase de Hollande pour la première fois, c'était sous la présidence de Willy Brandt, qui à 18 ans avait lutté dans les brigades internationales contre les fascistes espagnols, ensuite contre les nazis, en uniforme norvégienne dans la clandestinité en Norvège occupée. Bon, Willy Brandt nous avait toujours dit aux jeunes, à l'époque, il y a 200 ans quand j'étais jeune,
Jospin, Hollande, etc., il nous a toujours dit, quand vous parlez publiquement, analytiquement, ce que vous dites, tout doit être absolument exact, précis. Mais à la fin, il faut de l'espoir. Personne ne doit quitter la salle sans espoir, sans espérance. Et si quelqu'un quitte la salle, une seule personne quitte la salle sans espérance, vous aurez dû rester à la maison. Donc je termine par une citation de Neruda, Pablo Neruda, l'ami intime de Salvador Allende. Salvador Allende, assassiné l'après-midi du 11 septembre 1973, Neruda assassiné probablement à l'Isla Negra par empoisonnement 3 semaines après, et le Canto Général, ce formidable poème épique de Neruda qui revisite toute l'histoire de la résistance, des massacres, etc., des peuples latino-américains, les deux derniers vers du Canto Général disent « Pueden cortar todas las flores, pero jamás detendrán la primavera. » Eux, nos ennemis, pourront couper toutes les fleurs, mais jamais ils ne seront les maîtres du printemps. Je vous remercie. Merci pour les questions également. C'était un échange riche et franchement, moi je ne regrette pas de passer un peu de temps avec toi ce soir, même si c'est toujours trop bref. Vraiment, il faut qu'on corrige ça. C'est moi qui te remercie, c'était vraiment toujours passionnant. Jean Sinclair va dédicacer son dernier livre à la sortie. Juste dans le couloir avant le restaurant, donc vous pouvez le retrouver là-bas et continuer la discussion avec lui. Encore un grand merci chaleureux, merci pour votre passage ici et puis à très bientôt. Merci.